Bonjour à tous, nous sommes le 8 janvier 1862 et l'escadre française commandée par l'amiral Jean-Pierre-Edmond Jurien de la Gravière débarque en terre mexicaine à hauteur de Veracruz. Le corps expéditionnaire français d'environ 4000 hommes est accompagné d'une légion belge de 4000 soldats. Ces forces rejoignent les 4000 espagnols et la force anglaise d'environ 1000 hommes de l'amiral Dunlop. Cette mini-coalition européenne cherche à obtenir le remboursement des dettes contractées par le gouvernement mexicain. Un accord est trouvé début 1862. Les Espagnols et Anglais quittent le pays. La France décide de s'y maintenir. C'est le véritable début de la guerre du Mexique. Elle va durer jusqu'en 1867. Mais pourquoi donc intervenir dans un pays si lointain ? Replaçons-nous dans le contexte historique de cette période pour comprendre. Le Mexique est en proie à l'instabilité politique et financière. Il est régulièrement déchiré par la guerre civile et est dépourvu d'une administration digne de ce nom. Autrement dit, le pays est corrompu, c'est le bordel. L'historien Alain Gutmann parle du Mexique en ces termes. On n'y trouve ni armée, ni finance, ni justice, mais bien le brigandage organisé. En 1861, le président du Mexique, Benito Juárez, suspend le remboursement des prêts contractés auprès des pays européens. Cet affront constituera un prétexte idéal à une intervention française. Néanmoins, d'autres enjeux expliquent l'intervention de la France. La géopolitique d'abord. Le nouvel État fort de l'Amérique, les États-Unis, est débordant d'ambition. Il édicte une politique expansionniste dans laquelle les puissances européennes, et donc notre chère France, ont tout à perdre. Concrètement, les Américains appliquent la doctrine Monroe, du nom du 5e président des États-Unis. Pour résumer, la doctrine Monroe condamne toute intervention européenne dans les Amériques, nord et sud, qui devient la chasse gardée des États-Unis. Amérique à nous, toi Européens, pas touché. Ces derniers ont gagné leur guerre face au Mexique de 1846 à 1848 et chippent une grande partie du territoire mexicain. Le Texas, le Nouveau-Mexique et la Californie passent sous pavillon américain. Les Américains convoitent également les îles des Antilles et sont un concurrent en mesure de construire et de contrôler le futur canal transocéanique qui se fera au Panama, lequel procurerait un avantage commercial décisif à son bénéficiaire et est un projet dans les têtes des dirigeants des grands pays de l'époque. Or, les États-Unis sont en pleine guerre civile que l'on nomme la guerre de sécession. Ils sont occupés à se combattre pour déterminer l'avenir de leur pays, union ou fédération. Ils ne peuvent donc intervenir à l'extérieur. C'est le moment ou jamais pour une éventuelle intervention militaire au Mexique. Napoléon III élabore un projet stratégique ambitieux dans lequel l'établissement d'une sorte de protectorat sur le Mexique permettrait de contenir la puissance grandissante des États-Unis. Napoléon III dirige la France depuis 1848. En plus des raisons déjà énoncées, le souverain français est influencé par des informations d'ordre économique selon lesquelles le pays est riche en ressources précieuses qui ne demandent qu'à être exploitées. Une sorte de fake news, fausse information de l'époque. Il est aussi influencé par des émigrés #courtisans mexicains qui font miroiter à Napoléon III et à son entourage une attente du peuple mexicain d'une intervention étrangère qui viserait à installer un nouveau pouvoir monarchique. Bref, il raconte une belle histoire pour obtenir gain de cause, un peu comme vous faites pour certains d'entre vous, pour parvenir à vos fins. L'empereur est réceptif aux idées développées par le saint-simonisme. On peut dire que c'est la raison idéologique. Je ne développe pas sur ce point-là, je sais que vous en contrebalancez. Le théâtre européen est calme, pas de guerre à l'horizon. La France est sortie victorieuse de son conflit avec la Russie lors de la guerre de Crimée en 1856 et aide l'Italie dans la réalisation de son unité en 1860 en gagnant face à l'Empire autrichien. Le royaume de Sardaigne remercie Napoléon III et la France et lui donne le comté de Nice et la Savoie. En 1861, date du départ de la guerre du Mexique, Napoléon III et la France bénéficient d'un grand prestige à l'échelle internationale, le Mexique les appelle. Le 21 avril 1862, le général Latrille de Lorenzès conduit le corps expéditionnaire français. Pour l'anecdote, l'impératrice Eugénie, c'est-à-dire l'épouse de Napoléon III, confiante, écrira à une de ses amies « Dieu merci, nous voici sans alliés. L'heure de l'offensive a sonné. » Les 7000 Français s'élancent en direction de Puebla. Contrairement aux fables racontées aux décideurs français, le constat est amer. Pas de 10 000 auxiliaires devant se joindre aux troupes françaises, ni aucune foule monarchiste favorable à l'intervention. Arrivé à Puebla, personne n'ouvre les portes. Il va falloir attaquer une ville retranchée et fortifiée avec 12 000 Mexicains sans artillerie. Ou l'assiéger, sans vivres et munitions suffisantes, soit se replier au prix de l'humiliation. Latrille de Lorenzès choisit d'attaquer et est sévèrement contré. 7% des soldats français sont tués ou blessés. C'est une victoire militaire et morale pour les Mexicains.
les meilleurs soldats d'Europe sont provisoirement défaits. On se replie en bon ordre à Orizaba, sauf que la ville est assiégée par 2000 Mexicains munis de canons. Le capitaine Paul-Alexandre Détry et ses hommes accomplissent un véritable fait d'armes lorsque la nuit, ils escaladent la colline où se situe l'ennemi avec moins de 150 hommes et chassent les Mexicains, pris de panique, croyant avoir affaire à l'ensemble de l'armée française. Quand les nouvelles du front arrivent en France, Napoléon III décide d'envoyer des renforts au Mexique. Une force supplémentaire de 23 000 hommes, 30 000 en tout, commandée par le général Élie-Frédéric Fauré, avec pour ordre de renverser le régime républicain mexicain. L'armée française entreprend pour la deuxième fois le siège de Puebla, où 28 000 Français prendront d'assaut des forces mexicaines de 22 000 hommes, solidement retranchés dans les fortifications, puis dans la ville. Le 10 mars 1863, la ville est encerclée. Elle tombera le 16 mai, après plusieurs tentatives de sortie repoussées par le général Bazaine. La route de Mexico, la capitale, est ouverte. C'est également à ce moment-là que va s'illustrer la Légion étrangère à Cameroun, où, ouvrez grand vos oreilles, 61 légionnaires commandés par le capitaine Jean d'Anjou vont résister à plus de 2000 Mexicains. Ces soldats sont chargés de protéger un convoi rempli de vivres, munitions, médicaments et 4 millions de francs en pièces d'or. Ils sont attaqués, résistent vaillamment et meurent les uns après les autres. Exténués, à bout de munitions et de vivres, les derniers survivront, finiront par charger l'ennemi à la baïonnette. Ils se rendront, à leurs conditions, à un officier mexicain qui leur répondra « On ne peut rien refuser à des hommes comme vous ». À côté de cet acte militaire glorieux qui va créditer la Légion étrangère d'un grand prestige, l'armée française avance et en plus d'affronter l'armée mexicaine régulière, doit combattre une guérilla livrée par les bandits et les milices aux ordres d'officiers de l'armée régulière. Elle fait face à un dirigeant mexicain déterminé et combatif, Benito Juárez, et au général mexicain Ortega, qualifié d'excellent par les historiens. Alors que la route de Mexico est ouverte, Benito Juárez quitte la capitale et s'installe dans le nord, résolu à continuer la lutte jusqu'à la victoire. L'armée française entre dans Mexico le 10 juin 1863 et est acclamée par la population. Élie-Frédéric Fauré, le général en chef, va commettre une grosse erreur en ne suivant pas les recommandations lui étant édictées. Quelles sont-elles ? Mettre en place un pouvoir composé d'hommes les plus honorables, légitimes, fédérateurs, pour s'ouvrir l'éventail des possibles. Fauré va désigner une junte de 35 membres ultra-réactionnaires qui vont adopter une constitution monarchique et offrir le trône de l'Empire du Mexique à l'archiduc Maximilien d'Autriche. Alors que dans l'esprit de Napoléon III, l'idée était de laisser ou donner l'impression de laisser aux Mexicains le choix de leur gouvernement. Que l'archiduc Maximilien accepte ou non, Napoléon III se retrouve faiseur de roi et est dans la mire des Américains. Dès lors, la France se trouve engagée dans une voie sans issue. Maximilien mettra 1 an à accepter le trône du Mexique. Pendant ce temps, l'armée française va s'atteler à une nouvelle tâche, pacifier le Mexique, c'est-à-dire lutter contre les guérillas pour imposer son contrôle sur les vastes territoires du pays. L'armée française, forte de 30 000 hommes, doit prendre le contrôle d'un pays plusieurs fois grand comme la France et dénué d'infrastructures modernes. Pas de train. Il faut se déplacer à pied ou à cheval dans un pays au climat hostile et à la géographie difficile. Le général Bazaine remplace Élie-Frédéric Fauré et part à la conquête de la ville d'Oaxaca, fief républicain. Il obtiendra la victoire en février 1865. Malheureusement, pour les Français, beaucoup de soldats pris sont libérés. Ils reprendront le combat. On s'élance vers le nord pour suivre l'ennemi. Pendant ce temps, se met en place une stratégie de contre-guérilla du colonel Dupin, aidé de Mexicains connaissant le terrain qui agissent en marge de l'armée française. Malgré tous ces efforts, la situation politique et militaire se dégrade progressivement en faveur des Mexicains républicains. D'autant plus qu'à partir d'avril 1865, la guerre de sécession aux États-Unis prend fin et le Nord l'emporte. Désormais, Benito Juárez et ses hommes vont bénéficier de l'appui logistique et diplomatique américain. Ceux-ci pressent Napoléon III d'abandonner le Mexique. Le maintien de la présence française au Mexique ne peut se faire que par la force militaire au risque de rentrer en conflit ouvert avec les États-Unis. Pendant ce temps, en Europe, un véritable coup de tonnerre a lieu en 1866. La Prusse remporte la bataille de Sadowa face à l'Empire autrichien. Elle s'ouvre la voie pour unifier l'Allemagne. Napoléon III, malgré la maladie qui le ronge, prend acte de cet événement qui compromet les intérêts vitaux de la France. Il décide donc de lancer une grande réforme de l'armée et de retirer ses troupes du Mexique. Les soldats français quittent peu à peu le pays. En février 1867, le dernier navire français quitte les rives du Mexique. Quant à l'éphémère empereur Maximilien, il a pris toutes les mauvaises décisions durant son court règne
que ce soit dans l'action ou l'inaction. Son dernier choix sera de refuser d'abdiquer et de rester coûte que coûte au Mexique en croyant pouvoir maintenir l'Empire sans aide étrangère. Il finira par se faire exécuter en juin 1867 à la surprise des chancelleries européennes. Quelle triste fin. Au total, la France de Napoléon III a envoyé 38 500 militaires au Mexique. 6 500 sont morts tués au combat ou de maladie, soit 17% du contingent total. D'un point de vue statistique, si l'on compte le nombre d'années qu'a duré cette guerre, on dénombre 1300 soldats français morts par an. Il faut savoir que le contingent annuel de soldats, c'est-à-dire le nombre de Français mobilisés chaque année, a 250 000, voire 300 000 hommes à cette époque. La guerre aura coûté en tout 340 millions de francs répartis sur 5 ans, soit à peu près 60 millions de francs par an. En ce temps-là, le budget annuel du pays dépasse 2 milliards de francs. Cette guerre était coûteuse, mais largement finançable. Elle représente environ 3,5% du budget annuel. Était-il possible d'établir un empire mexicain ami de la France et qui soit durable dans le temps? Pour ce faire, il aurait fallu réunir plusieurs éléments cumulatifs. Primo, le contingent militaire français aurait dû être plus conséquent, au moins le double, voire le triple, pour pouvoir conquérir l'ensemble du territoire. Puis, plus compliqué, le tenir. On parle de disposer d'un corps expéditionnaire de 65 000 à 100 000 hommes présents sur le territoire mexicain. Cette armée aurait donc coûté au minimum 1 milliard de francs en 5 ans, soit 200 millions de francs par an, ce qui représente 10% du budget annuel, ce qui est conséquent. Secondo, il aurait été préférable de capturer le chef de guerre républicain mexicain Benito Juárez, l'âme de la résistance, qui aurait très bien pu se réfugier aux États-Unis puis briser l'armée régulière mexicaine. Sur le papier et dans la réalité, au combat sur un champ de bataille, l'armée française aurait triomphé sans difficulté, sauf que les Mexicains menèrent et auraient mené une véritable guérilla aux forces françaises, leur compliquant la tâche. Tertio, le casting des protagonistes aurait dû être tout autre. Pas de Maximilien et surtout pas de général Fauré. Pourquoi? Tout simplement car celui-ci, une fois la ville de Mexico prise, laisse se former un nouveau pouvoir ultra-réactionnaire et impopulaire qui va non seulement réduire les possibles combinaisons politiques de Napoléon III, et l'empêcher d'envisager un autre choix que Maximilien. Impossible d'asseoir un nouveau pouvoir politique de manière durable sans une base minimale de légitimité auprès d'un peuple. Sans cela, une fois que la force militaire française décline, le gouvernement en place est en danger. Quarto, il aurait fallu réunir l'ensemble de ces éléments. Une grande armée, une stratégie gagnante, combiner de la chance, le choix de bons chefs, mettre tout en route et réussir avant la fin de la guerre de sécession. Bref, Napoléon III disposait d'une fenêtre de tir de 4 ans. Sacré défi. Quinto, ce n'est pas fini mes amis. Notre corps expéditionnaire de 65 000 à 100 000 hommes aurait fragilisé l'armée restante en France. Des pays européens concurrents auraient pu en profiter, étant plus audacieux, voire s'attaquer à nos intérêts. De ce fait, Napoléon III se serait vu contraint de mobiliser plus d'hommes chaque année et d'allouer un budget supérieur à l'armée en plus des dépenses engendrées par notre corps expéditionnaire. Sexto, oui c'est le mot correct pour dire sixièmement, l'Empire français va connaître 2 phases. La phase autoritaire, pour simplifier, Napoléon III décide de presque tout avec son gouvernement, puis une phase dite libérale où le corps législatif se verra attribuer progressivement plus de pouvoir. L'évolution vers l'Empire libéral commence en 1860. Napoléon III aurait dû prendre des décisions impopulaires, comme l'augmentation du nombre de Français mobilisables dans l'armée, au moment où il concède plus de liberté à ses adversaires politiques. Septimo, et certainement l'élément le plus difficile à posséder, l'anticipation de tous ces critères. Il est simple de rédiger une uchronie une fois que l'histoire est faite et qu'on connaît déjà tous les tenants et aboutissants, qu'on connaisse la valeur de tel personnage historique, des forces en présence, etc., etc. Anticiper le tout en temps réel est sûrement la chose la plus difficile à réaliser. Et vous, que pensez-vous qu'il aurait pu advenir du Mexique? Napoléon III avait un projet ambitieux qui aurait certainement mérité plus de ressources pour avoir des chances supplémentaires de réussir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.